Aujourd'hui, on va ouvrir les tables rondes avec deux tables rondes. Une première consacrée à l'anti-intellectualisme et l'anti-intellectualisme dans le cadre global, et une seconde table ronde qu'on a intitulée la French Touch de la répression. On pourra dire quelques mots sur cet intitulé. On a hier déjà introduit cette question de l'anti-intellectualisme. L'anti-intellectualisme, c'est-à-dire d'une méfiance contre ces savoirs critiques auxquels nous tenons, et d'une méfiance qui peut aller aussi jusqu'à leur délégitimation, une stratégie de leur délégitimation, éventuellement au bénéfice d'autres rapports au savoir, comme le scientisme, l'expertise, ou bien au bénéfice également de ce n'importe quoi dont on parlait hier. Et l'une des questions donc qui va être posée là, c'est de ressaisir cette situation qu'on a abordée plus tôt hier à partir de l'expérience récente française, de la ressaisir dans une perspective à la fois globale et peut-être comparative. Donc, merci Sarah, je te passe la parole. Merci Caroline, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'abord aux participants et aux participantes à ce deuxième volet du colloque La savante et le politique. Notre table ronde, Caroline vient de le dire, nous invite à penser à travers la catégorie d'anti-intellectualisme les rapports entre savoir et politique, entre savante et politique, que Caroline, Eric et Sophie ont commencé remarquablement à analyser. Nous le savons déjà, ça a été dit, les attaques contre les savoirs minoritaires auxquelles on assiste aujourd'hui ne sont ni surprenantes ni nouvelles. Il y a tout juste 40 ans, en 1981, la sociologue féministe Colette Guillemin a publié un article intitulé « Femmes et théorie de la société, remarques sur les effets théoriques de la colère des opprimés ». Quel titre! L'article s'ouvrait mine de rien sur un paragraphe intitulé « Le théorique et le politique sont-ils distincts ?» et commençait ainsi. Est-ce que la théorie a une place forte? Est-ce qu'elle est une chasse gardée? Ou bien plutôt, qu'est-ce que la théorie? Les minoritaires sont dans une position singulière en ce qui concerne les productions intellectuelles, car l'entrée des minoritaires dans le domaine théorique ne conduit pas à un affinement ou à une diversification des connaissances, mais à leur bouleversement. D'un côté, montrer, faire voir, c'est le sens premier de théorie, que les normes que l'on croit naturelles sont naturalisées. Montrer, faire voir la nature systémique du sexisme et du racisme bouleverse l'ordre du monde, gêne les conservateurs de l'ordre du monde. De l'autre côté, pratiquer un savoir qui se dit situé, objectiver le point de vue à partir duquel on produit ce savoir veut aussi dire que quand on renonce à cette objectivation, on produit un savoir biaisé. Biaisé en raison précisément du fait qu'il s'ignore comme situé. C'était tout ça il y a 40 ans. Mais si ces attaques ne sont donc pas nouvelles ni surprenantes, on ne peut pas non plus ne pas être étonné par la virulence de ces attaques, par le fait, au fond, que les questions minoritaires sont devenues des questions majeures, des questions d'État même. Être étonné par la dimension internationale, transnationale, globale de ces attaques, par les coalitions d'acteurs mobilisés, par les procédés de renversement rhétorique mis en œuvre par ces acteurs. Ces acteurs parlent, on le verra, au nom de l'universel, au nom de la raison, au nom de pseudo-concepts tels hétérophobie ou racisme anti-blanc. Ils opèrent une renaturalisation des concepts critiques. Ils produisent une nouvelle grammaire essentialiste et différentialiste pour renaturaliser le monde, pour dédémocratiser le monde, pour précariser nos démocraties. Pour revenir donc à notre table ronde, en se référant à la notion d'anti-intellectualisme, elle interroge tacitement la notion d'intellectuel. Et on le sait, cette notion est toujours un enjeu de lutte à l'intérieur du champ du pouvoir, à l'intérieur du champ de savoir. Intellectuel universel à la Sartre, intellectuel spécifique à la Foucault, intellectuel collectif à la Bourdieu, ou encore questionneur minoritaire de l'évidence des normes, comme disait Guillemin, ou encore questionneuse minoritaire de l'évidence des normes, comme pourrions dire aujourd'hui. Autre encore,
Quel anti-intellectualisme pour quel intellectuel? Quel acteur s'oppose à quels intellectuels? Avec quels moyens discursifs? Avec quels moyens matériels? Pour faire quoi? Est-ce que la catégorie d'anti-intellectualisme est utile pour penser l'actualité politique brûlante que nous traversons? Pour démêler tout ça, pour interroger tout ça, pour y voir plus clair, je suis particulièrement heureuse et honorée de laisser la parole à Sonia Correa, à Zeynep Gambetti, à Nadia Marzouki et à David Paternotte, que je remercie vivement d'être là. Donc, à partir de leur terrain de recherche, que ce soit l'Europe, l'Amérique latine, la Turquie, les États-Unis, à partir de leurs objets de recherche, le genre, l'islam, le néolibéralisme, l'autoritarisme, ils vont nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Donc, en suivant l'ordre proposé dans le programme, je laisse la parole à Sonia Correa, chercheuse associée au sein de l'Association brésilienne pour la lutte contre le sida, coprésidente du programme de recherche international Sexuality Policy Watch. Et parmi ses nombreuses publications, je mentionne Population and Reproductive Rights, Sexuality, Health and Human Rights, Development with the Body, Emerging Power, Sexuality and Human Rights. Et entre 2018 et 2020, Sonia Correa a coordonné une remarquable recherche sur les campagnes anti-genre en Amérique latine. Elle a récemment été conférencière invitée au département des études de genre de la London School of Economics. Donc, je suis heureuse de laisser la parole à Sonia qui va nous parler en anglais. Merci beaucoup. Moving to English, I should say that what I'm going to bring to a large extent may be already known because Brazil has become such a main focus of global interest in fascism and de-democratization. In any case, I want to begin to remembering or recalling that the Brazilian conditions that mainly inform my considerations have been insightfully defined by Henrique in a landmark article as an intersectional laboratory in which ultra-neoliberalism, anti-feminism, and races intersect to feed one of the most egregious manifestations of present-day fascism. Or to use political scientist Marcos Nobre framing, the country is turned upside down by a conservative revolution, of which the most catastrophic effect is evidently the pandemicide resulting, now an airplane, from the denialist neo-Darwinian and chloroquine-obsessed official response to COVID-19, which has costed us almost 500,000 lives. In Brazil, anti-intellectualism and threats to academic freedom rage in a landscape that is buried by grief and mourn, worsening poverty, environmental destruction, institutional conditions eroded by de-democratization, and the persistence of lethal political violence, of which Marielle Franco murder in March 2018 is still unpunished, was a nefarious foreshadowing. Though I will look into convergences between Brazil and Europe, the scale and depth of this hecatomb cannot, in my view, be minimized. That said, Brazil, as in other contexts, contempt for intellectual work or academic work, in particular, social sciences, and in particular, minority intellectual work, talking about research on gender, race, and related matters, is not exactly new. This domain has been quite systematically qualified by many, including sectors of the political left, as a useless activity devoted to the production of abstractions that neither dialogue with reality nor resolve concrete problems. And this repudiation has a strong popular appeal that is illustrated by the jocular and very common jargon in Brazilian society of intellectual masturbation. However, in 2010s, Catholic evangelical neoconservatism and the New Right have been able to craft onto this stem the ghost of ideology, between quotes. That is, the accusation that intellectual work, besides being useless,
is also a falsification of reality and must therefore be combated. The scene of Judith Butler's effigy burned as a witch in a protest in São Paulo in 2017 was a strong symptom of this inflection. The formula, however, was not new. It has been tested systematically between 2013 and 2014 in a very successful campaign against gender and ideology in the National Educational Plan, whose strategic meaning of this precursor campaign just now is becoming more fully understood, exactly when academics came under attack. From 2019 onwards, the accusation of ideology or falsification was carried over to the systematic boutades of state authorities, especially the person who heads the regime. It has also been converted into policy measures, budget cuts for universities and research institutions, censorship and explicit persecution that are not limited to gender studies or Marxist studies or racial studies. In the first 6 months of the government, the 3 of the largest public research institutions were targeted. The Census Bureau, IBGE, was subject to an intervention, and the funding for the 2020 census was cut. Fiocruz, the main public health agency of Institution of Latin America, was prohibited of publishing the outcomes of a research on drug use. And the National Institute of Special Research was threatened with closure when negative data on deforestation of the Amazon was published. And a bit later, its president was fired. In 2023, renowned intellectuals, one of them, Paulo Sérgio Pinheiro, who is a UN special rapporteur on Syria, were threatened with a national security law inherited from the military regime. In early 2021, 2 university professors were censored for criticizing the government in a live debate, and the budget for the census is practically canceled. Between these 2 points in time, Bolsonaro has disregarded the unwritten rule for appointing deans of federal universities and has chosen several candidates at the bottom of the triple list because they are aligned with the regime. Meanwhile, as you can imagine, the field of gender and sexuality studies continue to be targeted, and the crusade against gender and education in elementary and secondary school held its course. The contempt and systematic persecution of intellectuals and academics and of a specific field of study by non-state actors and especially by state apparatus makes it essential to defend academic freedom as a common good, as a transnational right, as it has been suggested by Judith Butler in a recent debate promoted by the University of Cordoba in Argentina. This claim is no doubt indispensable in Brazil and elsewhere, but I think it's also insufficient in the face of the potential abysses and traps of present times. To illustrate this with the Brazilian experience, I want to underline that the permanent war against the production of knowledge and those who dedicate themselves to it are tools in the wider arsenal that is propelling chaos as a method of governing. This is also an idea of Marcos Nobre. This method is what sustained the Bolsonarista revolution, keeping institutions on the verge of collapse, consuming the energies of resistance, and feeding the loyalty of extreme right supporters. 2 years ago, the journalist Eliane Brum correctly wrote that the government that had come to power as an anti-system force was then governing against itself. And this provokes distraction, paralysis, and aphasia, and above all, obliterates our ability to evaluate its capacity to send demand step by step, its long-term political progress. I think it's productive to also apply the metaphor of obfuscation used by Eliane Brum to the category of anti-intellectualism of the Bolsonaro regime and its support. The grotesque brutality of the captain quite evidently distances him from Orbán, who is a bureaucrat who has written a dissertation about Gramsci and elaborates scholarly pieces on the Christian origins of European civilization.
To recapture the Gramsci from our own readings, Bolsonaro starkly illustrates fascism as visceralismo, a word that does not have a proper English translation. Bolsonaro politics is gut politics. But this brutalist proscenio also operates as a smokescreen. To use David Paternotte and Nick Verloof's frame of a very nice paper I have read recently, this brutalism conceals the epistemic politics that also underpins the regime, which is not unsophisticated. One of its components is a very robust communication or algorithm politics that has become a very effective machine of production of the ignorance, to use the expression crafted by my working partner, Richard Parker. The cabinet of hate that was mentioned by, I don't remember whom, before we started is a clear example of that. According to Muniz Sodré, the Brazilian communication thinker, Bolsonaro is both beneficiary and instrumentalist of the uncivil society produced by digitalization that currently erodes politics, the political everywhere. But Bolsonarism, it should be said, also grew out from and continues to feed on more conventional sources of epistemic politics, the same intellectual production that fertilized conservatism and the extreme right in other contexts. This encompasses religious strands as the erudite production of the Vatican, but also of very competent and transnationally connected ultra-Catholic intellectuals. One example is Angela Gandra, who's the Secretary of the Family and the Minister of Women, Family and Human Rights, who is now a faculty member of the Collegium Intermario that David is going to speak about. In the evangelical camp, beyond the histrionics of the pastors, a rather solid intellectual field focusing on the production of legal and juridical knowledge has also blossomed in recent years. And since 2000, the publication of secular conservative intellectuals has geometrically expanded. This list includes Edmund Burke, von Mises, Hayek, Ayn Rand, Rothbard, Benoit, the American authors who invented the specter of cultural Marxism, such as William Lind, but also the Latin American anti-gender literature, whose bestseller is the book authored by Agustin Lages and Nicolas Marques, Gender as the Black Book of the New Left, which is a vulgate, but cannot be qualified as anti-intellectual. When we have the republication, and we have the republication of the traditionalists or perennialists like Evola and Guénon, who inspired the guru of the president's family, Olavo de Carvalho, and a vast array of gray Nazi fascist literature that now circulates, including at zero cost on Amazon Brazil. Moreover, resorting to Andrea Petro and Veronica Gresbalska analysis, Brazil is a polypore state that is replicating the Eastern European model. It is financing new research institutions and formations to ensure the gestation and sustaining of conservative thought. This has started with studies of the family and the high-level academic training of the military. In regard to this not so discussed epistemic politics, I think it's possible to make an analogy with what I witnessed in the realm of activists in gender, sexuality, and human rights, where in recent years, the terminology anti-rights has crystallized to name the forces that oppose abortion and sexual reproductive rights, LGBT rights, etc. I have been battling this language because I consider it inappropriate to affirm that we have the monopoly on human rights while these forces are entirely opposed to them. To understand that, suffice to read the document published by the now extinct Trump's Commission on Unalienable Rights to verify that that's very substantive. What I see happening is in fact a fierce contest over the very meaning of human rights that threatens core epistemic values carried by the idea of rights to have rights, emanating from Hannah Arendt's reflection on the rubble of Nazi fascism of the 20th century.
Similarly, I suspect it is unproductive to ignore the epistemic politics of the right and depict these forces just as anti-intellectual. I dare say that in the Brazilian case, this blindness has gravely compromised the timely and proper diagnosis of the ideological political turn on the way that finally led to the 2018 electoral catastrophe. To make it simple today, as always, the very domain of thought is traversed by harsh and sharp disputes. Within that, it remains reasonable to say that, as in the past, what is predominantly assaulted is critical thought, minority intellectual work, the modes of thinking that interrogate asymmetrical, hierarchical, unequal, and destructive orders. Also opening views to imagine a livable, a breathable world. However, in the current scenario, even this basic understanding is being destabilized because the contemporary right presents itself as anti-system, presents itself as a critical of the current order of things and propel rebellions and revolutions. Meanwhile, on the left side of the political spectrum, what can be depicted as conservative positions have become more and more visible every day. This can be exemplified by feminist diatribes against gender and transgender persons, or the anti-feminism of President Lopez Obrador, or else the positions on gender, transgender persons, and abortion of Juan Castillo, who just won the Peruvian presidential elections, being appraised by the Brazilian left quite widely since yesterday. This implies that in addition, in my view, to an uncompromising claim for academic freedom and means to contain the violence now abating against intellectuals and academics worldwide, we are also challenged to name, scrutinize, and collectively address this cacophony. As several authors have suggested, such an exercise seems to pertain to the broader challenge of rethinking and reconstructing the left itself, north and south of the equator. Merci pour l'attention. Merci Sonia, thank you, obrigado. Merci pour nous avoir si bien montré que les questions minoritaires intéressent désormais le sommet de l'État et que effectivement, à côté du viscéralisme, ces acteurs se réclament aussi de la raison, des droits humains et de la révolution. Donc, on traverse l'océan et je laisse la parole à Zeynep Gambetti, qui va nous parler du contexte turc. Zeynep Gambetti est docteure de l'Université de Paris 7. Elle est aujourd'hui chercheuse indépendante, après avoir été professeure de théorie politique à l'Université de Boğaziçi de 2000 à 2019. Ses recherches portent sur les théories de l'espace public, sur les théories de l'action collective et sur les théories de la violence structurelle. Elle a publié de nombreux articles sur les mouvements politiques ainsi que des contributions dans des ouvrages collectifs tels Vulnerability and Resistance, Politics, Feminism, Theory, coédité avec Judith Butler et Laetitia Subsey. Elle travaille actuellement sur les relations entre néolibéralisme et autoritarisme, quelque chose qui va beaucoup nous intéresser. Merci beaucoup, Sarah. Tout d'abord, mes remerciements à Caroline Bibos et Eric Tassin pour avoir organisé cet événement tellement nécessaire. Je voudrais commencer mes propos avec des constats situés, c'est-à-dire en apportant quelques précisions sur ce qui se passe actuellement à l'Université de Boğaziçi à Istanbul où j'enseigne, pour ensuite agrandir le champ de réflexion vers le sort de la savante à l'ère de post-vérité. Boğaziçi fait enfin de la science. Cette interjection est venue du nouveau vice-recteur, professeur au département de génie industriel, qui, paradoxalement, a passé plus de 18 ans à enseigner et à faire de la recherche à l'Université de Boğaziçi. Cet enfin était à la fois pathétique et alarmant.
C'était pathétique car le vice-recteur se moquait du seul centre d'excellence à rester intact dans le paysage universitaire turc. C'était alarmant puisque c'est enfin annoncé le nouveau jeu de post-vérité qui allait désormais prendre l'université au piège. Indignés, les professeurs ont tenté de crier la vérité au pouvoir dans les forums universitaires et sur les réseaux sociaux. Sans gêne, le vice-recteur a transformé son « enfin » en hashtag. Ce qu'il entendait par science devait être révélé par la suite, non pas en parole, mais en actes. D'abord vint le convoi de Mercedes-Benz au vide teinté. Ensuite, une camionnette de satellite a été installée au milieu du campus. Des hommes en costume sombre ont été escortés dans la salle de conférence pour inaugurer un partenariat avec le ministère des Transports. À son tour, le recteur, nommé par décret par le président Erdogan, a prophétisé que l'université de Boğaziçi deviendrait une usine de start-up sous sa bonne direction. Le doyen de la faculté de droit, encore inexistante, a couru d'émission en émission vanter les mérites d'un gigantesque projet d'infrastructure pour construire un canal artificiel entre la mer Noire et la Marmara, parallèle au Bosphore, la voie navigable naturelle qui existe déjà. Des milliards de dollars et une expertise scientifique inestimable seraient investis dans ce projet qui n'a ni utilité ni faisabilité selon les écologistes et les urbanistes. Ce même doyen, professeur de droit, a également préconisé l'abrogation des accords de Montreux qui garantissent le libre accès à la mer Noire par le Bosphore. Selon toute apparence, donc, enfin faire la science, c'est servir soit le capital, soit l'État, ou plutôt les deux, étant donné la corporatisation de l'État à notre ère. Cette redéfinition utilitaire de la science ne date pas d'hier, bien sûr, mais ce qui est nouveau, la façon dont le jeu est maintenant joué. Il ne s'agit plus du jeu d'échecs, mais du Go, le jeu de plateau japonais dans lequel aucune position n'est attribuée au départ et le nombre de coups possibles est quasi infini. Dans le tournoi de Go néolibéral, il n'y a pas de limite morale, légale ou logique aux stratégies qui peuvent être employées. Il en résulte ce qui suit. Lorsque les professeurs évoquent les principes de gouvernance démocratique qui ont rendu l'université Boğaziçi unique en Turquie et peut-être au monde, la nouvelle équipe d'administrateurs les accuse de harceler la majorité silencieuse. Ils emploient le mot mobbing. Il semblerait que la majorité silencieuse soit découragée de collaborer avec la nouvelle administration par, je cite, pas plus de 20 universitaires provocateurs qui, en réalité, veulent délégitimer le président de la République. Ce mouvement de Go incite les professeurs à s'assembler par centaines, chaque professeur portant une toge, une pancarte avec un nombre, pour prouver qu'ils sont beaucoup plus qu'une poignée. Mais, comme ce fut le cas lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, compter les têtes ne soucoupe pas la croyance en des faits alternatifs. Dans un enchaînement d'invectives, les professeurs sont étiquetés élitistes, en décalage avec les vraies valeurs du peuple. Ils sont devenus étrangers à ce qui est natif et national. Boğaziçi doit être domestiqué dans le double sens du terme, discipliné et nationalisé. Une université publique doit honorer l'État qui la nourrit. Certains médias prétendent que les universitaires rebelles sont des militants affiliés à des organisations terroristes. Le ministre de l'Intérieur va jusqu'à dire qu'il est fasciste de qualifier le recteur d'administrateur colonial. Que contester un recteur nommé par décret de minuit le 1er janvier par le président Erdogan dans la meilleure université de Turquie, sans aucune consultation avec les membres du corps professoral, soit fasciste ou non, ne suscite même pas de débat. Dans les sphères publiques fortement polarisées, l'inversion de sens cesse de provoquer des dissonances cognitives.
La recherche d'un agenda caché, un mastermind derrière chaque mot et chaque acte devient une seconde nature. La suspicion généralisée sape la confiance dans les régimes de vérité qui réglementaient jusqu'alors la production des preuves factuelles et de la vérification scientifique. Le mensonge organisé, comme Hannah Arendt l'a formulé un peu naïvement, ne produit pas de l'incrédulité, je n'ai pas pu le dire, je reprends, incrédulité, merci, mais plutôt du cynisme. En développant cette intuition, je dirais que la post-vérité désigne un désinvestissement de la véracité. Que quelque chose soit considéré comme vrai ou fausse cesse d'être essentiel pour l'ordre social. L'arrivée de fonctionnaires et d'industriels sur le campus de Boğaziçi rend inutile la question de savoir si oui ou non Boğaziçi a fait de la science auparavant. Après tout, qui s'en soucie? Qui s'en fiche? L'énigme alors devient: que peut signifier la liberté académique? À quelle pratique concrète peut-elle renvoyer dans un monde régi par les impératifs d'efficacité, de la rentabilité et de la virtualité? Et quelles sont les chances de réinstituer la liberté académique en tant que droit? Vaste question dont je ne pourrais qu'esquisser quelques traits ici. À mon sens, nous devons inscrire la montée de la nouvelle droite dans la lignée de la transvaluation de toutes les valeurs par la valeur marchande. En Turquie comme ailleurs, la nouvelle droite est devenue le projet idéologique par excellence pour ressouder la société morcelée par l'assaut néolibéral. La soi-disant guerre contre le terrorisme s'est avérée être un dispositif très efficace pour criminaliser et ainsi prévenir les révoltes populaires. Comme l'ont soutenu Michel Foucault et Judith Butler, les gouvernements instrumentalisent les lois et laissent aux forces de l'ordre le pouvoir discrétionnaire de les utiliser ou non. Ce n'est pas que le pouvoir souverain suspende la loi pour déclarer l'état d'urgence, même si, vous savez, cela peut aussi être le cas comme entre 2016 et 2018 en Turquie. Mais c'est plutôt que les opérations de gouvernementalité créent un champ extra-juridique où l'évocation tactique de la loi empiète sur l'universalité attribuée, à tort ou à raison, à l'état de droit. La loi n'est pas seulement différée, mais elle cesse d'être connaissable et prévisible. Ceci déréalise l'idée du citoyen en tant que titulaire de droit. Dans ce jeu de Go, tant exécutif que performatif, la police préventive agit non pas en fonction de l'illégalité, mais de la suspicion. Être jugé suspect devient mandat de détention. Et dans la matrice néoconservatrice néolibérale, il suffit de dévier des impératifs nationalistes, républicains, conservateurs, religieux et marchands pour devenir suspect. Compte tenu de ce nouvel ordre, qui n'en est pas un en fait, il n'est pas surprenant que les universités soient un champ de bataille. L'anti-intellectualisme taxe la production académique de militantisme dès lors que la recherche défie le jeu de pouvoir qui construit des identités doctrinaires pour mieux perpétuer le déchirement néolibéral. Le ciblage d'universitaires menant des recherches sur des sujets sensibles tels que l'Holocauste en Pologne, les génocides arméniens et la répression des Kurdes en Turquie, le racisme à l'islamisme en France et les études de genre à peu près partout dans le monde, fait partie des stratégies de renversement des catégories de victimes et d'agresseurs. Pour conclure, qu'est-ce que défendre la liberté académique aujourd'hui, sinon reconnaître la nature politique de la critique? C'est parce que nous sommes devenus vulnérables en tant que savantes que nous comprenons à quel point les dispositifs institutionnels qui soutiennent la liberté académique sont à la fois extrêmement vitaux et extrêmement fragiles.
C'est parce que nous sommes criminalisés que nous comprenons à quel point la recherche non conformiste est politiquement indispensable. Ceci doit nous inciter à repenser le rôle des intellectuels dans les temps sombres. La tour d'ivoire s'est effondrée. Nous ne pouvons plus prétendre à être hors champ politique. Nos recherches sont bel et bien liées aux luttes contre le racisme, le sexisme, l'exploitation néolibérale et les nouvelles formes de droite fascisante. Bref, contre les conditions matérielles et structurelles de la post-vérité. Tenter de reconstruire un nouveau régime de vérité inclusive et collective, c'est défendre un autre modèle de la politique que celui qui brouille les frontières entre critique, désobéissance civile et terrorisme. Merci beaucoup. La troisième intervention est celle de Nadia Marzouki, qui est politiste, chargée de recherche au CNRS, au CERI de Sciences Po. Elle travaille sur les rapports entre religion et politique aux États-Unis et au Maghreb. Elle est l'auteure de l'ouvrage Islam and American Religion et elle a coédité avec Olivier Roy et Duncan McDonnell Saving the People, How Populists Hijack Religion. Voilà, je vous laisse la parole, Nadia. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Merci à Eric Fassin et à Caroline Ibos pour l'organisation de ce colloque extrêmement passionnant et intéressant. Et je remercie déjà Sonia, Sarah et Zeynep. J'ai beaucoup apprécié vos remarques et j'ai hâte d'entendre la suite de cette discussion. Je vais concentrer mes remarques sur le cas des États-Unis, sur lequel j'ai travaillé notamment dans le contexte de mon travail de thèse et de livre sur les débats sur l'islam pendant la période Obama et Trump. Et je pense que s'intéresser au cas américain est pertinent pour cette conversation, étant donné surtout l'importance des États-Unis comme épouvantail dans les discussions qui ont eu lieu récemment en France sur la race, l'islamo-gauchisme et les accusations d'importation des idées de race et de genre des universités américaines. Alors, je commencerai par quelques petites remarques pour situer un peu la question du débat sur l'anti-intellectualisme et ces débats gauche-droite aux États-Unis, en disant qu'on a vraiment affaire à une situation très contrastée, au sens où depuis le début des années 2000, autour de ces questions d'islam, de genre, de race, les États-Unis offrent à peu près toujours en même temps ou l'un après l'autre le pire et le meilleur. Et là, par exemple, un événement qui est dans la tête de tous, à savoir l'attaque contre le Capitole, le 6 janvier s'est produit juste quelques heures après l'élection des premiers membres du Congrès juifs et noirs en Géorgie. Donc, cette chronologie résume un peu ces tensions qui définissent les débats intellectuels et politiques que je voudrais mentionner de manière synthétique dans mes remarques. Je voudrais faire une remarque aussi préliminaire sur la pertinence de la catégorie d'intellectuels dans le contexte des débats états-uniens, parce que bien sûr, on compare beaucoup la France et les États-Unis avec ces deux vocations d'universalisme, de production de connaissances universelles, mais la figure de l'intellectuel dans le champ politique américain n'a pas évidemment la même généalogie, la même histoire qu'en France, et des figures qui pour nous sont très importantes comme Judith Butler, Cornel West ou des journalistes comme Peter Beinart sont en fait très marginalement influents dans l'économie générale des débats politiques et intellectuels aux États-Unis si on les compare à des figures telles que des pasteurs télévangélistes qui sont peu connus en France, mais des personnes comme John Hagee, Creflo Dollar, T.D. Jakes, des pasteurs qui ont des audiences de 7 à 10 millions de personnes chaque semaine. Donc, on est comme ça dans cette pluralité de figures d'influence et avec des différences d'échelle assez notoires qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on s'intéresse à cette question
de l'anti-intellectualisme. Un autre point de départ, c'est, puisque je concentrerai mes remarques sur la question vraiment du débat sur les libertés académiques au sein des universités ces 20 dernières années. Et bon, on le sait, mais ça mérite d'être rappelé, les universitaires, les chercheurs états-uniens n'ont pas, comme en France en majorité, un statut de fonctionnaire. Ils dépendent de contrats de droit privé, et donc la discussion de la liberté académique est inséparable, et ça fait écho à la problématique de Zainab sur le néolibéralisme, à la question économique, à la question des conditions par lesquelles on accède ou on n'accède pas à la tenure, à la titularisation, la question de la précarisation des adjunct fellows, des professeurs sans contrat viable. Toute cette problématique aussi de la spécialisation, de l'ultra-spécialisation des disciplines qu'évoquait et critiquait déjà Edward Said dans les années 70, le décalage entre les universités d'élite qui paradoxalement, bien que très soumises aux caprices des donateurs, souvent d'obédience conservatrice, peuvent souvent se permettre le luxe d'avoir des départements d'études critiques, alors que les community colleges, les petites universités, voient leur département d'humanités et de sciences sociales complètement déchiquetés ces dernières années. Donc, cette dimension de l'économie et des conditions économiques d'accès à la parole et à la sécurité d'un travail d'universitaire est centrale, je pense, dans cette discussion sur la production de savoir critique. Et c'est pour ça que certains universitaires de gauche, comme l'historien Sam Hasselby, ont développé ces derniers mois une approche assez critique parfois sur ce qu'ils appellent certains excès de l'approche qu'on dit woke, ou de l'approche critique, en disant qu'elle laisse un peu de côté malheureusement cet aspect économique, et en faisant la remarque qui, je pense, mérite d'être discutée, qui est une question liée à au passage aux politiques, au passage entre ce discours critique universitaire qui est menacé et la mobilisation politique. Il y a bien sûr des effets de résonance très forts entre ce qui se passe dans la rue, les manifestations autour du meurtre de George Floyd, les manifestations de Black Lives Matter, etc. Tout ça a des échos très forts dans les universités, mais il n'est pas certain que ces universités soit une sorte de foyer de pensée, de l'agitation, de la révolte populaire, comme ça l'a pu l'être peut-être de façon plus prégnante dans les années 70. Par exemple, une figure très forte de la contestation populaire qui est arrivée au pouvoir comme AOC n'est pas vraiment issue de ce mouvement académique. Donc, il y a une sorte de synchronie entre ces mouvements populaires et ces savoirs critiques produits dans les universités. Mais je pense qu'il serait intéressant aussi de discuter les limites de ces passages et la capacité de passage aux politiques de ces universités aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, je voudrais me concentrer sur deux séries de remarques. Une qui porte sur la façon dont le débat sur l'islam et le Moyen-Orient a évolué ces 20 dernières années dans les universités américaines, et surtout les restrictions à la production de savoir sur l'islam. C'est une question qui paraît pertinente en lien avec cette problématique de la comparaison avec le discours sur l'islamo-gauchisme dans le contexte français. Et certaines des attaques qu'on a pu entendre ces dernières années en France sont en fait assez familières du contexte américain, mais je dirais que ce sont des attaques qui, dans ce contexte-là, ont eu lieu dès le début des années 2000. C'est vraiment après les années 2000, juste après le 11 septembre, dans le contexte de la guerre en Irak, la montée en puissance des néoconservateurs, que ce
contexte très tendu autour de la production de connaissances sur les sociétés musulmanes se concrétise. Et ce qu'on voit apparaître, c'est véritablement des chasses aux sorcières, des listes noires avec des personnages comme Daniel Pipes qui initie cette liste noire Campus Watch et qui s'en prend à des professeurs de Middle East Studies comme Rachid Khalidi, Joseph Massad, Columbia University a été vraiment une cible de ce Campus Watch. Qui dresse des listes de professeurs à éviter, qui invite les étudiants à la délation. Et dans ce moment-là des années 2000 à 2010, ce qu'on constate, c'est la concrétisation d'une ère de délégitimation du savoir de sciences sociales sur l'islam et le Moyen-Orient qui passe par une stratégie de parodie d'expertise. Donc, les experts comme Steve Emerson, Daniel Pipes, etc. sont là, on n'est pas encore, je pense, dans l'ère de la post-vérité, on est dans l'ère de la parodie d'expertise. La stratégie, c'est celle de la stratégie, un peu de la confusion aussi, comme disait Caroline Ibos hier. On est dans une stratégie de constitution de catalogue où on sélectionne et on juxtapose de manière extrêmement agressive toute une série d'anecdotes pour établir un cas, à savoir un argument, à savoir que les professeurs de Middle East Studies sont anti-israéliens, sont trop biaisés en faveur du monde musulman, sont trop naïfs en faveur de l'islam politique, mais on publie comme ça des rapports d'expertise de 1000 pages où on assène des anecdotes sélectionnées de manière arbitraire et on est vraiment dans cette configuration d'une parodie d'expertise qui prétend à la scientificité, là où on va justement dénier le droit à reconnaître une scientificité au discours critique. Donc, on est dans cette compétition et dans la criminalisation aussi de certaines paroles au nom de la guerre contre le terrorisme, avec une confusion très dangereuse entre ceux qui relèvent du free speech et du premier amendement et ceux qui relèvent de la criminalisation dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Et donc, on a eu, par exemple, plusieurs cas de professeurs qui ont été, pas seulement de sciences sociales, mais de professeurs d'origine palestinienne, égyptienne, qui ont été condamnés, mis en prison en vertu de chefs d'inculpation concernant ce qu'on appelle le soutien matériel au terrorisme pour avoir donné de l'argent à une organisation caritative d'origine palestinienne ou pour avoir traduit des textes de groupes islamistes radicaux. Donc, il y a eu toutes sortes de débats autour de ces productions. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'armée d'experts juridiques, pseudo-scientifiques, pseudo-arabisants qui investissent ce champ pour intimider véritablement la production de connaissances sur cette région. Mais parallèlement, on voit aussi la sociologie des campus américains évoluer avec l'arrivée aussi d'étudiants de deuxième ou troisième génération d'origine musulmane, de plus en plus nombreux, des cohabitations, des socialisations multiples entre étudiants juifs et musulmans, des perceptions qui changent de manière assez drastique, notamment sur le conflit israélo-palestinien. C'est ce qui a été documenté ces derniers mois et ce qui s'est concrétisé par les déclarations de certains intellectuels, de certaines organisations juives, de certains comme Jewish Voice for Peace, Rabbis for Trua, la Voix rabbinique pour les droits de l'homme, ou l'association juive If Not Now, When, des propos de plusieurs intellectuels ou journalistes comme Peter Beinart, ou bien le op-ed de Michelle Alexander, cette chroniqueuse africaine-américaine qui en janvier 2019 publiait un article dans
le New York Times disant « Le moment est venu de briser le silence sur la Palestine ». Elle se référait là à un discours de Martin Luther King contre la guerre du Vietnam. Et ça actualise bien cette espèce d'intersection entre qui se fait dans l'esprit de beaucoup de jeunes étudiants juifs, musulmans, noirs, entre la cause Black Lives Matter, le sort des Africains-Américains aux États-Unis et la condition des Palestiniens. Donc, c'est un peu pour en revenir à ce que je disais en introduction, on a affaire comme ça à des temporalités et des évolutions concomitantes avec d'un côté, au nom de la guerre contre le terrorisme, une restriction et une surveillance drastique de ce qui est produit comme savoir, de ce qui est enseigné, de ce qui est traduit, et en même temps des évolutions assez rapides, des débats et qui produisent des effets parfois sur les médias mainstream ou des grands quotidiens comme le New York Times. Je dirais qu'avec l'arrivée de Trump, on passe non plus à cette ère de la parodie d'expertise, mais vraiment à cette ère de la violence et de la post-vérité. Je reprendrai le terme de Sarah, du viscéralisme, de la gut politics, où là, on n'est même plus dans la production de parodies et d'expertise, de grands catalogues d'arguments, mais simplement dans la violence pure et simple, où aussi, comme le disait Zainab tout à l'heure, par rapport à la loi cesse d'être connaissable et prévisible, et où le Muslim ban qui a empêché de très nombreux chercheurs, étudiants, conférenciers d'origine des pays musulmans concernés par cette législation de participer. Mais là, on n'était même plus dans l'argumentaire, on était dans l'exercice de la violence légaliste à l'état pur. J'en passe maintenant à mon deuxième série de remarques, et j'en ai pour quelques minutes et je m'arrêterai là, pour évoquer l'état actuel des débats sur le Critical Race Theory, qui paradoxalement ont plus de points communs avec le débat français sur l'islamo-gauchisme que les débats que je viens d'évoquer là, à toute vitesse, sur le Moyen-Orient et l'islam. Je dirais que les similitudes se situent plus à ce niveau, avec la comparaison sur la polémique récente sur le Critical Race Theory, qui a démarré, en fait, ça s'enracine dans plusieurs décennies, mais c'est vraiment à partir de l'élection de Biden qu'on voit une sorte de contre-attaque des membres du Congrès et des lobbyistes républicains qui commencent à mettre en avant, à formuler toutes sortes de projets de loi afin de criminaliser l'enseignement de concepts qui amènent à la division de la nation. Donc ça renvoie déjà à l'idée qu'avait Trump de favoriser l'éducation patriotique. Donc, par exemple, en février 2021, la législature du New Hampshire a débattu d'un projet de loi qui prévoyait de criminaliser, je cite, « the unlawful propagation of divisive concepts ». Et des projets de loi similaires sont en discussion en Virginie, en Oklahoma. Dans le Dakota du Nord, un projet de loi prévoit d'empêcher les universités de candidater à l'octroi de financement public si, par ailleurs, elles sont partenaires d'organisations comme Planned Parenthood et qui favorisent la liberté reproductive. Et des projets de loi ont été aussi introduits dans le même ordre d'idée dans le Mississippi, en Arkansas, en Dakota du Sud, pour interdire aux écoles publiques d'utiliser des extraits du projet du New York Times, le projet 1619, une initiative pédagogique qui permet de raconter l'histoire des États-Unis à travers l'histoire du racisme et de l'esclavage. Et juste un élément de langage qui est très évocateur, par exemple, le projet de loi du Dakota du Sud stipule l'interdiction de l'enseignement de tout contenu, je cite, « associated with efforts to reframe this country's history in a way that promotes racial divisiveness and displaces historical understanding with ideology ». Donc, on accuse l'autre de remplacer la science par l'idéologie, on accuse l'autre qui veut parler de l'histoire du racisme de créer de la division, exactement comme dans la polémique sur l'islamo-gauchisme. Et ces projets de loi, sans doute
pour beaucoup, vont rester à l'état de projet, mais cela crée quand même un contexte qui favorise l'intimidation, la peur, qui a eu des impacts sur les cas de tenure. Par exemple, récemment, Nicole Hannah-Jones, professeure de journalisme à l'Université de Caroline du Nord, qui avait reçu le MacArthur Genius Grant, le prix Pulitzer, fondatrice du projet 1619 pour le New York Times, s'est vue dénier l'accès à la tenure du fait de l'opposition d'une partie du board plus conservateur. Et donc là, ça revient aussi toujours à cette question aussi du système de tenure et l'économie néolibérale de ces systèmes de titularisation. Donc, les points communs avec la polémique sur l'islamo-gauchisme en France sont vraiment frappants. C'est qu'on recourt à la loi, on judiciarise pour intimider, pour interférer sur les carrières et les recrutements. On accuse de diviser la nation et on assiste aussi à un passage d'arguments de l'extrême droite conspirationniste aux revues très mainstream telles que Tablet Magazine, National Review. Donc, on a un brouillage des lignes, là encore, une sorte de stratégie de la confusion. Et comme disait Zeynep, on inverse les victimes et les accusateurs au sens où les promoteurs de ces projets de loi jouent à fond la carte de la politique de la respectabilité, l'idéal. Ils disent pas nous sommes des affreux extrême droite conspirationnistes. Souvent, ils disent nous embrassons l'idéal libéral de la persuasion, alors que ces gauchistes utilisent la stratégie violence du pouvoir, de l'occupation, de la désintégration, de la division. Et surtout, en lien avec ce passage toujours à l'ère de la post-vérité, on est dans une démarche de création de controverses à partir de rien. Donc ça, c'est une stratégie des courants et des lobbies d'avocats et de politiciens d'extrême droite depuis en fait, les années 70 aux États-Unis, qui était par exemple très présent dans toute la controverse autour de l'interdiction de la référence à la charia dans les tribunaux américains, et que la CLU avait décrit comme a solution in search of a problem. Et là, dans ce débat sur le critical race theory, on est vraiment dans la même disposition de a solution in search of a problem. Il n'y a pas de problème de la critical race theory, c'est un problème créé de toutes pièces. Et d'ailleurs, ces promoteurs l'avouent eux-mêmes. Par exemple, cet agitateur conservateur Christopher Rufo, qui est à l'origine beaucoup de cette polémique contre le critical race theory, disait dans un tweet, je cite, du 15 mars, the goal is to have the public read something crazy in the newspaper and immediately think critical race theory. Donc, le but, c'est d'amalgamer des arguments délirants avec le critical race theory. Et il continue, we have decodified the term and will recodify it to annex the entire range of cultural constructions that are unpopular with Americans. Donc, il avoue là que c'est vraiment une opération de décodification, recodification qui part de rien, si ce n'est d'un projet politique de stigmatisation. Et je terminerai là-dessus, ce qui est très important et dangereux dans le contexte américain, c'est que, et c'est peut-être là une distinction avec le cas français, ce sera à discuter, c'est que tout ce débat-là est concomitant d'un mouvement très fort, très organisé d'attaque contre le droit de vote des Noirs américains en vue de la prochaine élection. Depuis février 2021, les membres du Congrès républicain s'organisent. 400 projets de loi ont déjà été déposés par les Républicains pour réduire le droit de vote des Noirs par voie détournée. Donc, on n'impose plus, comme sous Jim Crow, des impôts ou des tests de literacy, mais par contre, on va rendre compliqué le droit de vote par courrier ou les réglementations concernant l'identification. Donc, il y a vraiment un enjeu très, très fort de cette polémique sur le critical race theory en vue de la prochaine élection. Donc, l'enjeu politique est très fort. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Nadia, pour la richesse de tes analyses sur les conditions économiques d'accès à la production de savoir critique, sur la déformation des concepts. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, David Paternotte conclura ce premier tour d'intervention. David est professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles, où il co-dirige la structure de recherche interdisciplinaire sur le genre. Il préside aussi le comité de gestion du master de spécialisation interuniversitaire en études de genre. En plus de nombreux articles, chapitres de livres, il est l'auteur de l'ouvrage « Revendiquer le mariage gay ». David Paternotte a dirigé un grand nombre d'ouvrages collectifs, parmi lesquels, je cite, « The Lesbian and Gay Movement and the State »,« LGBT Activism and the Making of Europe », le Ashgate Research Companion to Lesbian and Gay Activism et Anti-Gender Campaigns Mobilizing Against Equality, qui a été traduit en 2018 en français. Merci David d'être là, je te laisse la parole. Voilà, un grand merci. Merci Sarah. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Donc, d'abord, mes excuses, comme vous avez vu, les pollens belges me terrassent. Donc, il se peut que je me mette à éternuer, avoir les yeux qui pleurent au milieu de la séance ou des choses de ce genre-là. Donc, voilà, désolé. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Donc, ce que je vais faire, enfin, ce que je vais proposer, c'est d'abord un truc vraiment un work in progress, comme ce que Sonia vient de dire dans le chat aussi. Donc, c'est vraiment des réflexions en cours et j'y reviendrai aussi sur comment ma réflexion évolue aussi sur ces questions. Ça fera écho à un certain nombre de choses qui ont été dites. J'espère aussi amener dans la discussion à réfléchir au cadre dans lesquels on pose le problème et Sonia, avec laquelle j'ai beaucoup échangé avant cette session, enfin on échange à peu près tous les jours. Donc on a eu l'occasion de discuter de peut-être est-ce que la catégorie anti-intellectualisme est une bonne catégorie pour comprendre ce qui se passe et aussi de se demander ce que la catégorie d'anti-intellectualisme nous empêche de voir. Et c'est plutôt ça sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui. Et ça fait vraiment écho à des choses que Sonia a présentées tout à l'heure. Alors, comme on ne voyage pas beaucoup, je vais juste commencer avec 2 anecdotes pour se déplacer un peu et aller au cœur de l'Europe, même si j'aurais pu prendre des exemples à Lyon ou à Madrid, par exemple, avec l'école de Marion Maréchal Le Pen, enfin, les écoles. Mais donc là, on va à Varsovie et à Budapest, il y a à peu près 10 jours, pour 2 événements importants et 2 événements qui devraient nous remplir de joie et pourtant, je pense, ne le feront pas. Et c'est pour ça que j'en parle. Donc, d'une part, le 28 mai, une nouvelle université est née à Varsovie. Donc, c'est toujours une grande nouvelle quand une nouvelle université naît, ouverte en grande pompe. Donc, c'est le Collegium Intermarium, ouverte en grande pompe avec la moitié du gouvernement polonais, la ministre hongroise de la Justice. Si vous ne la connaissez pas, ça vaut la peine d'écouter ses interviews en anglais, c'est quelque chose. L'ancien président tchèque Václav Klaus, le président du tribunal constitutionnel hongrois, l'ancien juge espagnol à la Cour européenne des droits humains, une membre de la Chambre des Lords, la philosophe française Chantal Delsol, mon collègue belge et de l'ULB, malheureusement, David Engels, le journaliste américain Rod Dreher, etc., etc. Donc, du beau monde pour fêter la naissance d'une nouvelle université qui écrit dans ce qu'elle explique elle-même, qu'elle lutte contre la mainmise du marxisme culturel et contre l'idéologie woke. Donc, il ne faut pas seulement aller aux États-Unis ou en France pour parler d'idéologie woke. Tous les pays européens où je regarde la presse, on trouve exactement le même discours aujourd'hui, et qui va enseigner 4 masters qui sont absolument fascinants, donc je vous les recommande, master en droit, master en gestion des ONG, j'ai regardé les programmes hier, ça vaut la peine, en politique familiale, ça vaut vraiment la peine aussi, et en tradition européenne classique, avec des enseignants, surtout pour le master en droit en anglais assez important. Par exemple, vous avez Gregor Pupin, qui est aussi le directeur de l'European Center for Law and Justice, qui est un lobby anti-avortement basé à Strasbourg. Et ce qui est intéressant pour aller un petit peu au-delà, c'est d'une part dans la conférence d'ouverture qui a rassemblé vraiment plein de gens et des gens impressionnants à Varsovie, eh bien, il y avait un panel sur la liberté académique. Donc, il n'y a pas que nous qui parlons de liberté académique, donc ça, c'est intéressant, avec des gens, de nouveau, comme mon collègue David Engels, comme Rod Dreher, si vous n'avez pas lu, ça vaut la peine de regarder qui c'est des États-Unis, comme Andreas Kienling, qui est un professeur très, très à droite de droit à l'université de Leiden, comme le professeur Sommer de Oldenburg, qui fait la même chose en Allemagne. Donc, des gens installés dans l'appareil académique qui discutent de choses similaires et qui, comme nous, disent on ne nous laisse plus parler et nos libertés académiques sont bafouées. Donc, je pense que cette observation devrait nous amener à réfléchir.
Deuxième chose aussi, c'est que cette université, en fait, est financée par Ordo Iuris. C'est quoi Ordo Iuris? C'est le lobby ultra-catholique, conservateur, qui est derrière les zones anti-LGBT en Pologne, qui est derrière les restrictions au droit à l'avortement en Pologne et qui est aussi l'antenne polonaise d'un mouvement brésilien beaucoup plus important, qui est le mouvement TFP, Tradition, Famille, Propriété. Donc voilà, premier exemple, donc nouvelle université qui naît, mais une université qui probablement ne nous réjouira pas. Deuxième événement qui se passe à peu près aux mêmes dates et qui sera d'ailleurs clôturé notamment par le recteur de cette nouvelle université. À Budapest, un colloque international soutenu par le gouvernement hongrois, avec d'ailleurs une intervention de Katalin Novák, qui est la ministre de la Famille hongroise, mais qui est aussi la présidente et très engagée dans toutes sortes de lobbies et réseaux internationaux anti-genre, comme le Congrès mondial des familles ou le Réseau pour les valeurs politiques. Donc, congrès qui s'intéresse à la démographie et à la culture des relations entre les couples. Donc, je ne sais pas si c'est la promotion du polyamour ou de l'échangisme, je trouve le titre est assez intriguant en soi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une conférence qui est organisée par l'Alliance pour la science de la famille, qui elle-même fait partie de la Société européenne pour la science de la famille, et on apprend notamment que durant cette conférence, on lance un livre qui est publié à l'Harmattan, où beaucoup d'entre nous ont aussi publié. Donc, on voit là deux événements, et si j'ai choisi ça, c'est parce que je pense que c'est une illustration de questions qu'on doit se poser aujourd'hui, que je me pose, même si je n'ai pas de réponse, donc je vous apporterai juste les questions. Et je vous ai dit, ces deux événements scientifiques qui ressemblent à ce qu'on fait, qui partagent les mêmes codes. Et donc, je viendrai, Andrea Petto, dans le cadre de la Hongrie, à une réflexion intéressante à ce niveau-là. Ce qu'on oublie aussi, et ça fait le lien avec ce que je disais sur Andrea, c'est que les gouvernements, on connaît les gouvernements de Budapest et de Varsovie pour leurs attaques contre la liberté académique. On oublie de dire qu'Orban s'intéresse beaucoup à la science, aussi pour construire de la science. Et ça va m'amener à mon argument. Par exemple, si Orban a chassé la Central European University, il essaye, il y avait une grosse manifestation à Budapest dimanche, il essaye d'ouvrir le premier campus européen de l'université chinoise de Fudan à Budapest. Et il y a plein d'autres exemples, c'est-à-dire qu'il y a une politique d'engagement avec la science de la part de ces deux gouvernements et en particulier avec le gouvernement de Viktor Orban. Et enfin, le troisième élément, c'est qu'on voit une grande porosité entre ces différentes organisations et toutes sortes de lobbies, de groupes anti-genre et autres. Je vous ai parlé de Ordo Iuris, mais on voit aussi Citizen Go, on voit d'autres organisations, notamment des États-Unis, qui ont participé à ces événements, qui apparaissent, qui sont sur des panels, etc., etc. Et donc, ce dont on se rend compte et ce dont je me rends compte depuis un certain temps dans mes travaux sur les antigenres, et c'est un peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'on voit l'existence de réseaux d'intellectuels. Et j'utilise à dessein le mot intellectuel. Ce ne sont pas des propagandistes, ça ce serait une autre catégorie, ce ne sont pas les répétiteurs ou les perroquets, qui sont beaucoup plus nombreux, il y en a tout plein dans chaque pays, qui en fait ne font que plagier et répéter un discours qui est élaboré de manière transnationale. Mais là, c'est vraiment des gens qui élaborent un discours, qui élaborent des idées, qui jouent avec des idées. On en trouve beaucoup dans le champ du droit, on en trouve dans le champ de l'histoire antique et dans le champ de la philosophie. Plus la théologie, mais ça va de soi. Et ce ne sont pas non plus les stratèges, c'est-à-dire ce ne sont pas les gens qui imaginent les campagnes, ce ne sont pas les lobbyistes, c'est encore une autre catégorie de gens. Et ces gens, on les retrouve de plus en plus. Je vous parlais de Chantal Delsol. Chantal Delsol, donc philosophe française, on la voit très souvent dans de nombreux événements de ce type-là. Mais Pierre Manant est un autre Français que l'on voit très souvent dans ces réseaux aussi. Le professeur, mon collègue d'histoire romaine de l'ULB, David Engels, est un autre, ou le sociologue britannique d'origine hongroise Frank Furedi est un des autres intellectuels qu'on trouve dans ces réseaux. Et il y a certainement un réseau sur les questions anti-genre, il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'on peut élargir, ce n'est pas le seul réseau, et une des questions qu'on essaie de comprendre, c'est comment ça se croise. Par exemple, je regardais dans un autre institut de gens qui parlaient à cette conférence à Varsovie, l'Institut du Danube, les chercheurs visiteurs, c'est notamment Douglas Murray. Donc, si vous ne connaissez pas Douglas Murray, tapez son nom, voyez qui c'est, vous verrez tout de suite. Et tous les intellectuels qui vont visiter cet institut sont des gens de ce type-là. Donc, il y a d'autres réseaux et ça renvoie à d'autres débats sur le politiquement correct, sur ce que Nadia évoquait aux États-Unis. Et donc, il y a un croisement. Et autre exemple, dans les enseignants de cette école à Varsovie, comme l'a dit Sonia, on a aussi la secrétaire d'État brésilienne à la famille. Donc, vous voyez comment il y a ces entrecroisements. Et donc, ma question, et à laquelle je vous dis je n'ai pas de réponse, c'est comment est-ce qu'on fait sens de tout ça? Alors, je pense que
Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on disait sur le sens commun, sur l'anti-intellectualisme et du populisme est faux, mais j'ai l'impression que c'est un autre niveau d'analyse. C'est-à-dire qu'il y a différents discours produits pour différentes personnes. Et une des premières choses à se dire, c'est de se dire que l'anti-intellectualisme est le résultat d'une stratégie et d'une stratégie intellectuelle. On l'a vu avec les anti-genres. Souvent, quand je compare avec Frankenstein, je dis c'est notamment parce que le discours contre le genre est issu de l'érudition, il n'est pas issu de l'ignorance. Et il est issu d'une élaboration intellectuelle importante. Et c'est la même chose qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Et donc, pour essayer d'illustrer, d'essayer de comprendre ce déplacement ou ces questions que je me pose, je vais juste partir de ma propre trajectoire, simplement parce que je pense qu'elle illustre cette évolution, et du travail que j'ai mené sur la liberté académique, surtout avec ma collègue des Pays-Bas, Mieke Verlo, dont Sonia a parlé tout à l'heure. Donc, on a commencé d'abord en s'insurgeant contre les attaques à l'égard de la liberté académique, et on a notamment fait un chapitre qui maintenant a été publié dans le livre anniversaire de l'ICIPIA, donc l'Association européenne de sciences politiques, sur les attaques, où on s'est amusé à répertorier, à faire des typologies, à essayer de comprendre, et ça faisait vraiment écho à des choses qui ont été dites avant, sur la dénonciation des enseignants, sur l'enregistrement, sur les campagnes d'attaque publique, des choses encore beaucoup plus graves en Turquie, d'emprisonnement de personnes, etc. Donc, tout ça, on essayait de faire ça, de mettre de l'ordre là-dedans. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose et qu'il fallait essayer de déplacer le regard et pas simplement faire la liste des attaques ou essayer de comprendre ce qui se passe, mais de regarder un peu plus loin. Et là, on s'est retrouvé invité dans une autre rencontre sur la dédémocratisation, genre et dédémocratisation, et on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on va écrire là-dessus ? Et on s'est dit, il faut regarder au-delà de ce qu'on a regardé avant. Et ça, c'est vraiment en lien avec mes doutes sur l'approche en termes de backlash et le concept de backlash en général. C'est-à-dire, un des problèmes avec la notion de backlash, c'est qu'on regarde beaucoup trop ce qui est attaqué, ce qui est démantelé, ce qui est détruit, mais on ne regarde pas du tout ce qui est construit, ou trop peu. Et on peut même parfois se demander si ce n'est pas le but. Si le but n'est pas de nous occuper avec ce qui est détruit, comme ça, on ne regarde pas ce qui est construit. Et si on regarde ce qui est construit, en fait, on voit autre chose, où on voit que ce n'est pas une destruction pour aller vers rien ou revenir vers les ténèbres ou l'obscurantisme, c'est une construction pour faire de la place pour mettre autre chose. Et c'est ce qu'on voit avec la Hongrie, le cas d'Orbán, et je ne suis pas du tout un spécialiste de la politique scientifique de Viktor Orbán, mais quand on regarde ce qui a été fait, c'est vraiment faire de la place pour construire autre chose. Et autre chose qui se construit progressivement. Et donc, pour essayer de faire ça, ce qu'on a fait avec Mieke dans un texte qui vient d'être accepté, c'est nous intéresser à un cadrage du débat scientifique. Il y en a d'autres, qui est celui du marxisme culturel, qui est un des cadrages qui revient souvent. Et avec cette idée, bon voilà, ma notion de marxisme culturel, en se demandant d'où ça vient et en l'appliquant au cas des universités, en revenant d'une part aux idées fondatrices de Gramsci sur l'importance de la guerre culturelle, l'importance des idées, mais surtout de comment est-ce que ces idées ont été reprises et comprises par Alain de Benoist, et cette idée de gramscisme de droite, avec l'intuition que ce qui se passe, c'est peut-être l'application des idées de Alain de Benoist, transformées et appliquées par d'autres acteurs. C'est-à-dire lutter, contre-attaquer dans le champ des idées et mener une bataille qui est une bataille culturelle. Et une chose qui nous a intéressés dans ce travail-là, c'est de dire que ce cadrage du marxisme culturel a une double dimension. Ça a une dimension de diagnostic, c'est-à-dire comment est-ce que ces acteurs comprennent ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que la gauche a compris que la lutte des classes, ça ne marchait plus, qu'il fallait prendre les lieux de production de savoir, et ça va de Hollywood aux grandes universités américaines, pour faire très court. Donc voilà, ça c'est le diagnostic qui est posé de pourquoi est-ce que les conservateurs ne dominent plus dans le champ des idées. Ce qui est plus intéressant et que souvent on ne voit pas, c'est aussi, il y a une dimension prognostique, là je fais du mauvais franglais, c'est-à-dire ça nous donne un programme d'action. Ça explique que doivent faire ces acteurs. En fait, ils doivent faire la même chose que ce que la gauche aurait fait pour prendre le pouvoir. Et c'est là où c'est investir dans ces lieux de production de savoir, investir dans ces lieux d'idées, ou comme à Varsovie, créer une nouvelle université qui soit cohérente avec les nouveaux objectifs politiques qui sont proposés. Et un point en plus à ajouter, c'est que tout ça fonctionne, et ça, il y a des analyses anciennes sur le politiquement correct, par exemple par Dorothy Smith, qui présente ça très bien, et c'est tout à fait ce que disait Nadia sur le codage, décodage et recodage, c'est absolument ça. Ça fonctionne parce qu'il y a une infrastructure d'instances de production de savoir qui ne sont pas que l'université. Et c'est avant tout les think tanks et les médias.
Et ça, on le voit bien aux États-Unis, ça fait vraiment écho avec ce que disait Nadia. Mais je pense, on le voit en France, c'est le rôle de l'Observatoire du décolonialisme, c'est le rôle d'Éric Zemmour, c'est le rôle de Michel Onfray, c'est le rôle de plein de gens, avec des gens qui sont des entrepreneurs et des gens qui, si on me pardonne, sont juste les imbéciles utiles qui répètent ce discours, mais qui, en répétant ce discours, lui donnent le normalisent, le naturalisent et le diffusent. Et c'est ce qu'on a vu sur le genre, c'est vraiment ce qu'on a vu sur l'idéologie du genre avant, et c'est de là que viennent ces intuitions. Et donc, il faut qu'on puisse penser ce qui se passe avec les intellectuels non universitaires et avec ce qui se passe hors du monde universitaire, et parce qu'on en voit l'effet boomerang d'une certaine manière. Et donc, pour terminer, je pense que si on regarde les choses comme ça implique un certain nombre de renoncements d'une part pour nous, c'est-à-dire que voilà, on n'est plus les détenteurs du savoir ou de la lumière, on ne lutte pas seulement contre l'obscurantisme ou l'autoritarisme dans le domaine du savoir. Je pense qu'on est obligé de reconnaître qu'il y a aussi des intellectuels d'extrême droite, il y a des intellectuels de droite, il y a des intellectuels conservateurs, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et il y en a qui sont nos collègues en plus parfois, donc ça c'est encore plus compliqué à gérer, qui d'ailleurs sont protégés par la liberté académique dans un certain nombre de cas, c'est notamment comme ça qu'ils ont toujours leur poste, et que par ailleurs, le débat, c'est pas uniquement, je pense, et ça c'était une réflexion qui m'était venue hier, c'est pas seulement un combat pour la liberté et l'autonomie des chercheurs face à un État qui est trop présent. Je pense qu'il faut aussi penser, et je ne sais pas comment le penser, c'est aussi comment est-ce qu'on se situe par rapport à des attaques qui viennent surtout de la société civile, qui viennent surtout du monde intellectuel, avant même de venir de l'État, je pense. Et je pense que dans le cas français, elles viennent, avant de venir de l'État, elles viennent d'abord de l'Observatoire du décolonialisme et de tous les satellites et les autres trucs du même genre qui existent aujourd'hui dans le champ intellectuel français. Et donc, on doit penser ces deux questions à la fois, c'est-à-dire se protéger par rapport à l'ingérence étatique, mais aussi par rapport à tous ces différents groupes. Et par exemple, si on prend le cas pour l'instant en Belgique, l'État est plutôt une protection par rapport à ces différents groupes. Donc, on peut aussi imaginer que l'État protège la liberté des chercheurs contre des attaques qui viennent de la société civile. Et du coup, je pense aussi, ça pose la question de remettre, et ça c'est vraiment en écho avec ce que disait Eric hier, de remettre la question des valeurs du chercheur au sein du débat, et aussi, je pense, de revenir à la dimension irréductiblement politique du savoir. Je parlais d'Andrea Petto tout à l'heure, dans un texte récent, Andrea écrivait que la recherche européenne, notamment tous les grands programmes de recherche, étaient totalement pas prêtes pour la science illibérale. Et elle a un autre concept, l'état de science polypore, qui est comme un champignon parasite, mais qui prend la forme de la science, qui ressemble à la science, qui en prend les ressources, ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui. Et je pense qu'elle a raison, c'est-à-dire que la conviction que la vérité va émerger, qu'un travail scientifique bien fait va dominer, va prendre le dessus sur des trucs nous, on jugerait n'importe quoi, je pense que c'est malheureusement naïf et que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire on n'est pas prêt par rapport à d'autres gens qui jouent la science autrement. Et donc, pour conclure, je voudrais revenir sur le cas de la ministre Vidal, dont on a déjà parlé beaucoup hier, juste pour dire que quand c'est arrivé, le plus préoccupant pour moi, c'était pas qu'elle dise n'importe quoi, ou qu'elle se trompe, ou qu'elle mente, ça arrive souvent en politique, et ce ne sera pas la première femme politique ou homme politique à dire n'importe quoi. Ce n'était pas non plus tellement que, même si c'est gênant, qu'une ministre intervienne dans le contenu des travaux scientifiques et remette en cause l'autonomie de la science, assez embêtant. Mais ce qui m'embêtait le plus, c'est qu'une ministre qui est elle-même une scientifique, qui est une ministre théoriquement libérale, et par exemple au Parlement européen, j'ai eu des réunions avec des gens du parti de Macron parce qu'ils veulent lutter contre Viktor Orban et défendre le genre, donc il y a une espèce d'hiatus idéologique dans ce parti qui est un peu étonnant, mais qu'une ministre qui est, paraît-il, libérale, et ses différents amis et collègues, mène une politique de savoir au niveau national qui sert surtout à diffuser et normaliser des concepts qui viennent de l'extrême droite, et par ses interventions, elle donne une illusion de réalité à ces idées. C'est pour ça que je pense qu'elle les naturalise, elle les normalise. C'est-à-dire que ces concepts qui un peu fumeux deviennent réels par leur insertion, leur inscription dans le débat. Et du coup, je pense que dans ce cadre-là, le défi qu'elle note n'est pas tellement de démonter les absurdités qu'elle peut raconter ou que d'autres collègues peuvent raconter, c'est plus d'essayer de comprendre ce qui se joue là, quel est le mécanisme qui se joue dans la production des savoirs. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, et de le penser conjointement
avec ce qui se passe dans un certain nombre d'autres débats dans la société française, d'autres débats d'idées. Ce que je trouve dans le cas français très intéressant, c'est ces liens entre les liens intellectuels entre les débats sur le genre, le décolonialisme, la race, la classe maintenant. Et là, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un magma, mais il y a un truc à décortiquer qui est vraiment passionnant et j'espère que d'autres panels le feront aujourd'hui. Mais aussi de remettre ce qui se passe en France dans le contexte international. Alors, je vous ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, mais je pense aussi, par exemple, il y a au moins 3 débats en Europe occidentale qui font vraiment penser à ce qui se passe aujourd'hui en France. Et pour comprendre ce qui se passe en France, on doit aller étudier ce qui s'est passé dans ces autres pays. Premier pays, c'est 2017-2018 aux Pays-Bas, débat parlementaire sur l'idéologisation de la science, commission d'enquête par l'Académie royale des Pays-Bas, qui va conclure que la science politique néerlandaise n'est pas idéologisée. Et donc, ça veut dire que quelqu'un fait un rapport, etc. Donc, ça fait écho quand même à des demandes d'autres rapports et à la réalité qu'on donne à ces demandes-là. Ce qui a quand même mené après un des leaders d'extrême droite des Pays-Bas, lors d'une victoire électorale, de dire qu'il allait nettoyer les Pays-Bas des agents antinationaux, parmi lesquels les universités. Donc, c'est un discours connu, ça c'était en 2019. Au Royaume-Uni, avec le débat actuel sur le woke, qui est absolument partout quand on ouvre un journal britannique, et sur le débat sur la liberté d'expression, avec une loi qui est annoncée sur la liberté d'expression et le platforming, deplatforming sur les campus. Et enfin, ce qui est en train de se passer au Danemark la semaine dernière, où on a une résolution qui a été adoptée à une écrasante majorité contre l'idéologisation excessive de la science. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose qui se met en place un peu partout et qui dépasse la question de simplement attaquer les chercheurs ou l'autonomie de certains chercheurs. Je pense que c'est de construire autre chose. Et c'est là où je pense que simplement défendre la liberté académique, c'est essentiel, c'est important, mais ce ne sera pas suffisant. Merci beaucoup. Merci infiniment, David, de questionner de manière si féconde la notion d'anti-intellectualisme et de mettre à jour comment la notion d'intellectuel est bien un enjeu de lutte au sein du champ du savoir et aussi de questionner la dimension transnationale de cette croisade. En vous écoutant, je me suis demandé si on ne peut pas distinguer au sein du discours anti-savoir critique ou discours anti-minoritaire de ces années, 2 variantes idéologiques majeures qui entretiennent entre elles des relations instables, ambiguës et qui sont employées par des acteurs différents. La première version donc, du discours anti-minoritaire est adoptée par des acteurs d'extrême droite et relève d'une vision ouvertement essentialiste et différentialiste de l'ordre social. On peut dire même sur une conception haltérophile de la différence. On aime la différence. Celle-ci, elle existe, elle préexiste aux rapports sociaux, elle doit bien donc être conservée, protégée, revendiquée. Donc, je pense à tous ces acteurs d'extrême droite qui disent, comme dit Sonia ou comme a dit David, vouloir faire une révolution. Et cette révolution, donc, est un retour à un ordre fantasmé qui serait composé par ceux que l'intellectuel Alain de Benoît appelle donc de différents peuples natifs, ou alors composé par des sexes qui seraient, comme dit l'intellectuel Joseph Ratzinger, ontologiquement différents et complémentaires. Donc voilà une première peut-être variante idéologique des discours anti-minoritaires. Une deuxième variante est portée par une galaxie d'acteurs bien différentes qui se prétendent donc universalistes, qui adoptent une vision non pas haltérophile, mais haltérophobe de la différence. Donc, il prône plutôt un effacement des caractéristiques personnelles dans le domaine du politique au profit de ce qui serait donc le citoyen, le sujet abstrait et donc qui demande de renoncer à prendre en compte toute caractéristique sociale et donc en fait de considérer les rapports de pouvoir et donc et en évacuant toutes les revendications minoritaires. Je ne sais pas, dans vos terrains d'études, si vous voyez se dessiner ces 2 variantes, disons, idéologiques majeures et s'il y a des superpositions possibles entre ce qui serait une variante, disons, plus d'extrême droite et une deuxième plus universaliste. Merci beaucoup, Sarah, pour ces commentaires. En fait, moi,
Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a ces deux tendances qui se dégagent, mais j'aurais plutôt envie de continuer de développer votre question en posant la question de la continuité flagrante, je trouve, entre les deux. Et il me semble que les débats actuels et les polémiques sur toutes les questions dont on a débattu font apparaître cette problématique de la continuité entre le répertoire d'extrême droite, populiste, xénophobe, etc., et puis le répertoire de la respectabilité libérale, centriste, le vocable de la persuasion. Et pour moi, c'est ça vraiment l'énigme, et c'est ça qui amène à s'interroger sur comment c'est cette fluidité, c'est cette continuité entre les deux, et qui fait qu'on est toujours un peu dans le mélange des genres, ou qui permet aussi des stratégies d'évitement, de mascarade, et j'en reviens aussi à une remarque très intéressante qu'a faite Sonia tout à l'heure quand elle a évoqué la Commission of Inalienable Rights de Trump, et cette dialectique entre le discours des droits de l'homme universaliste libéral et la parodie de discours des droits de l'homme. Il me semble qu'il y a une réflexion quand même à mener sur aussi la continuité entre ces deux. Parce que moi, par exemple, j'ai travaillé sur le discours de US, la commission pour la International Religious Freedom, qui utilise tout leur répertoire libéral de la liberté religieuse, où on va par exemple stigmatiser à juste titre l'Arabie Saoudite ou d'autres pays pour ne pas respecter. Mais en même temps, c'est aussi des éléments de ce langage, de ce répertoire linguistique libéral séculier qui est ensuite récupéré par les acteurs de Trump dans cette commission. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Sonia, David, Zeynep. On n'entend pas Sonia. Je suis tout à fait d'accord avec Nadia en regardant le scénario transnational, qui a une convergence, pas beaucoup étudiée et discutée. Je pense que l'idée de l'originalisme de droits humains qui s'est récupéré dans les documents de la Commission, c'est comme un lieu, un site, hein, pour être regardé plus prochement. Mais je veux dire aussi que dans le cas du Brésil, où ce qui domine politiquement, c'est la première courant dont tu as parlé, Sarah, très clairement, hein, les altéros, la vision altéro. Il y a une autre chose, hein, altérophile, non? Qui aime la différence, qui la revendique. Il ne faut pas se mélanger, il ne faut pas se mélanger entre natifs, entre sexes, etc. Il ne faut pas se mélanger. Il a un ordre à préserver. Chacun a sa place. Chacun a sa place, une ordre hiérarchique. C'est ça qui domine politiquement. Je pense qu'il y a aussi que considérer qu'il y a des gens qui sont dans les champs libéral des droits humains, de la liberté d'expression, qui proposent ces idées dans les débats publics. Ils ne se rendent pas compte de comment ces propositions et ces discours sont facilement rattrapés pour la première courant. Donc, ils simplement mettent de l'eau dans les mêmes moulins, hein, parce qu'ils n'ont pas clarté sur le pouvoir de ces forces. Et c'est un peu pour ça que je disais qu'au Brésil, le fait qu'on n'a pas reconnu, et quand je dis on n'a pas, c'est un groupe très grand de gens, c'est le féministe, la gauche, mais aussi les centres libéraux, n'a pas reconnu le pouvoir de production de connaissances et de la politique épistémique de les forces de droit qui nous a laissé où on est maintenant. Et je pense que les centres libéraux qui défendent la liberté publique, le débat public, a contribué beaucoup avec son ignorance
hein, aux non-reconnaissance de ce pouvoir. Je pense que c'est un élément en Amérique latine en général qu'il faut regarder. Merci beaucoup. Zeynep ou David, je ne sais pas. Oui, puis je aussi contribuer quelques mots. D'abord, je suis un peu sceptique par rapport à l'utilisation du terme intellectuel. Je sais que David l'a utilisé en nous donnant un peu de précautions, hein, mais la notion d'intellectuel a ses penseurs ou ses activistes, des think tanks qui existent depuis en fait l'an 2000, corrigez-moi si j'ai tort, avec le Project for a New American Century, quand c'était Reagan au Bush, avait commencé à envahir l'Irak et Huntington était en train d'écrire cette thèse sur la clash de civilisation. Donc, ces think tanks, etc., emploient évidemment des chercheurs, des penseurs, mais je serais vraiment gênée de les appeler les intellectuels et les scientifiques. Pas parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec le régime de la production de la recherche scientifique positiviste ou plutôt, disons, occidentale, mais je pense que les intellectuels et les chercheurs doivent être définis un peu à la John Scott par rapport à leur ouverture au questionnement, à auto-questionnement autant que le questionnement de la société. Donc, si on va, mettons, recuser cette dimension de la recherche scientifique, à ce moment-là, évidemment, on aura de la science, la parascience, la mégascience, je ne sais pas, enfin, on aura plein de sortes de sciences, mais c'est pour ça qu'il me semble très, très, très important d'essayer de peut-être construire un nouveau régime de production scientifique, et j'emploie consciemment le mot de régime en pensant à Foucault. Ça serait pas dépourvu de pouvoir, ça serait pas une construction hors champ politique, mais il y aura des règles, il y aura une autodiscipline appliquée aux chercheuses et chercheurs et des modes de vérification des publications et des idées, n'est-ce pas? Et plutôt collective, inclusive, plutôt d'en bas, cette fois-ci, au lieu que les universités soient des tours d'ivoire. À mon avis, la science de l'avenir que nous, en tant que chercheuses critiques, devons construire, c'est plutôt une réflexion en dialogue avec les mouvements sociaux et les minorités. Mais aussi, j'ai un problème avec la notion de haltérophilie ou haltérophobie parce que je voudrais bien savoir si c'est vraiment haltéro, hein. Cette différence que réclame Alain Benoît, le droit à la différence, c'est quand même une notion de différence identitaire, c'est-à-dire la différence est déjà donnée. Oui, oui, c'est ce que je disais, c'est avant tout rapport. Donc, il y a évidemment, nous qui travaillons sur les différences sexuelles, différences culturelles, la différenciation ne peut pas être définie depuis le départ. Donc, ce qui réclame la nouvelle droite, c'est quand même pas une ouverture, mais une fermeture aux différences, hein. Donc, c'est quand même, comme disait Eric hier, c'est eux qui sont identitaires et fermés. Donc, en Turquie, ces courants-là existent les deux. Le nationalisme, c'est une forme d'identitarisme, mais je voudrais quand même souligner que la différence de notre ère,
c'est que les pouvoirs sont fluctuants, agiles et qui réagissent par rapport aux conjonctures, hein. Donc, qui peuvent changer du jour au lendemain. Comme disait Sonia, il y a des pratiques politiques qui ressemblent plus aux pratiques dans 1984 où Océanie est en guerre un jour avec, j'ai oublié le nom des pays, pays X et le lendemain avec pays Y, et il n'y a pas de dissonance cognitive qui se produit. Et je crois qu'il faut prendre en compte la manière dont les pouvoirs aujourd'hui sont des modulations, comme dirait Deleuze, et non pas les pouvoirs étatiques qui mettent la main mise. Donc, c'est bien sûr que aussi les modulations ont besoin du soutien d'en bas, donc de la société civile. C'est pour ça que moi, je pense qu'ils sont plus fascisants qu'on le croit. Il y a une mobilisation pour soutenir les contre-vérités, pour soutenir cette tournure, etc. Je me suis un peu perdue dans la réponse, mais j'espère que c'était une réponse. Merci, David. Merci. Ce que je voulais, par rapport à ta question, ce que je voulais dire, et c'était vraiment en lien, je pense, avec ce que Nadia et Sonia ont dit, c'est je suis pas sûr qu'il y ait deux voies différentes. Et une des choses qu'on doit faire et qu'on comprend mal encore, ou qu'on comprend des morceaux, c'est de comprendre ces circulations. Des circulations, c'est pour ça, c'est vraiment comme sur les antigenres aussi, et le discours antigenre, c'est un discours qui est assez malléable, qui vit tout seul, et on a des trucs qui circulent internationalement avec des déclinaisons nationales. Évidemment, en France, on va mettre une couche de républicanisme, mais ça, c'est parce que c'est la France. Mais dans d'autres pays, ça va prendre une autre couche, ça va prendre une autre forme, mais le cœur du discours n'est pas très différent. Et donc, je pense que c'est vraiment ces circulations qu'on doit penser, mais je n'opposerai pas deux trucs différents. Je pense qu'il y a plutôt un continuum d'idées qui flottent. Et un des exemples, c'est le politiquement correct. C'est fascinant de voir comme cette notion, enfin, les travaux qui ont été faits aux États-Unis pour montrer, et notamment par Eric, d'où ça vient et comment ça a été produit. Et des gens qui ont fait aussi des trucs très empiriques pour montrer qui, quand, comment, d'où ça vient. Et aujourd'hui, comment cette catégorie, enfin, c'est un succès conservateur extraordinaire, cette catégorie. Parce que tout le monde l'utilise pour dire tout et son contraire. Donc, ils ont réussi à imposer ça dans le champ intellectuel et dans le champ du débat. Donc, ce que je voulais dire aussi, comme on parlait des droits et on parlait de la commission des droits inaliénables de Trump, ben, c'est deux choses. D'une part, quelque chose que je dis souvent avec Sonia ou avec Neil Data quand on intervient plutôt dans des groupes de praticiens, il y a une expression qui circule beaucoup qui est l'expression anti-droit. Et on dit toujours, enfin, pour moi, cette expression est totalement erronée et elle empêche de comprendre ce qu'on pense. C'est pas anti-droit. Ils utilisent le discours des droits humains et surtout, ils subordonnent, pour eux, le droit universel le plus important, c'est la liberté religieuse. C'est un des discours qu'on voit aujourd'hui. C'était aussi le discours de Mike Pompeo, par exemple. Et on subordonne les autres droits au respect de la liberté religieuse. Mais la liberté religieuse est un droit humain fondamental qui est présent depuis le début. Et il y a une connaissance de cette complexité-là. Et c'est à tel point, enfin, la complexité de savoir si ces gens rentrent dans la catégorie d'intellectuels ou pas. Cette commission était présidée par Marianne Glendon, prof de droit à Harvard, une des éminences du monde juridique aux États-Unis. Et ce qui est intéressant pour celles et ceux qui connaissent Marianne Case, donc prof de droit à Chicago, Marianne a eu accès à pas mal de gens dans le monde catholique parce que tous ces penseurs conservateurs, Glendon elle-même ou Robert P. George, etc., qui sont toujours les noms qu'on voit partout, ce sont ses collègues de travail. Et donc, en fait, ce sont juste les gens qui ont dit téléphone à un tel, écrit à un tel de ma part, et même s'ils partagent des opinions totalement différentes, ce sont des collègues, des profs d'UNIF, au même titre que Marianne. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut ouvrir… Pardon, Sonia, tu voulais rajouter quelque chose? Je voudrais dire deux petites choses. La première, sur ce que David a dit, ce n'est pas tellement que ces intellectuels, on peut utiliser de guillemets, sont, dans les cas des États-Unis, sont très bien placés dans le système universitaire, including Ivy League, Harvard, Chicago, etc. Mais aussi qu'il y a des institutions de production de la pensée conservatrice beaucoup plus anciennes.
Heritage Foundation, Federalist Society, c'est pas simplement les années 2000. Ces gens sont en train de produire connaissances, pensées, discours depuis les années 50. Donc, au moins. Donc, ça, c'est mon aspect. L'autre, c'est que je veux souligner le caractère métamorphique de ces forces et de ces dynamiques. J'ai utilisé, et David, c'est ça, je suis en train de recourir à l'image des hydras, non? Des hydras qui ont beaucoup de têtes. Son mouvement, c'est très rapide et ça fait qu'on s'aperçoit très bien qui ils sont, qui phase, comment ils sont connectés. Donc, moi et David, on est déjà même deux hydras, la grande hydra et la Hydra Baby, non? On est en train de jouer un peu avec ces idées, mais je pense que l'image, c'est bien pour dire que c'est très difficile. Hein? We get very confused about what they are doing, and where they are placed nationally or internationally. Oui, peut-être on peut ouvrir aux questions. Oui, très rapidement, merci beaucoup pour ces trois présentations. Ma question était pour David. Bon, c'est écrit dans le chat, simplement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'impact de l'Église catholique du Vatican, par exemple, enfin, l'Église catholique dans la création de ces deux universités? Est-ce qu'il y a des liens financiers? Enfin, est-ce que c'est possible de les tracer? Et plus largement, dans ce que vous appelez à la construction d'autres choses, le rôle de l'Église là-dedans. Merci. Est-ce que peut-être Cornelia veut bien poser sa question en même temps, puis Sandrine, comme ça on prend 3 questions d'un coup. Oui, je peux. Bonjour. Donc merci aussi de ma part pour ces communications vraiment passionnantes. Ma question, c'était pour Zeynep Gambetti. Et par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au retournement des valeurs ou au remplacement des valeurs par une seule valeur néolibérale. Et donc, du coup, je voulais juste en savoir un peu plus quelles étaient exactement les valeurs qu'il y avait avant et d'autre part aussi, qui sont remplacées et donc quel lien aussi entre l'antilibéralisme, en quelque sorte, des politiques de droite sur le plan, on va dire, je ne sais jamais très bien ce que ça veut dire, mais les mœurs, et d'autre part, voilà ce que vous avez décrit comme valeur néolibérale. Merci. Peut-être Sandrine, et puis ensuite, si vous voulez bien répondre aux 3 premières questions. Oui, alors moi, c'était plus en fait une remarque, et peut-être qu'on la reprendra le dernier jour, mais je me disais, j'ai bien aimé l'intervention de David et je trouve que ça fait bien réfléchir voilà, comment on lutte contre des attaques et finalement un peu cette idée qu'on est en train un peu de s'épuiser contre des attaques pendant ce temps-là, alors que parallèlement, il y a des choses qui se construisent. Et c'est vrai que du coup, c'est à la fois stimulant et du coup, c'est vrai, comme je l'écrivais, on se sent démuni parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est universitaires, on a l'université, on produit des cours, on fait des choses qu'eux construisent déjà en parallèle. Et moi, vraiment, là encore plus, après l'intervention de David, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Voilà. Pour répondre à la première question, puisqu'elle m'était adressée, donc, le rôle de l'Église joue dans plein de directions différentes. Alors, d'une part, l'Église a bien compris ces mécanismes depuis longtemps, donc s'il y a bien une organisation qui a utilisé et construit des institutions de production de savoir, notamment à des fins politiques, c'est l'Église et chaque groupe au sein de l'Église. C'est les jésuites en leur temps, mais c'est l'Opus Dei après. Un des foyers où on a élaboré le discours anti-genre, c'est l'université de l'Opus Dei, l'université de Navarre à Pampelune, et tous les groupes après, chaque groupe a son université, et dans ce sens-là, Ordo Iuris, qui est l'organisation derrière cette nouvelle université à Varsovie, est un groupe
ultra-catholique En Marche, puisque TFP est en marge de l'Église, c'est un groupe catholique, mais qui a une position compliquée au sein de l'Église. Donc voilà, c'est pas piloté par le Vatican. Le Vatican, je pense que ça lui échappe en partie. Et puis, il y a plein de courants différents qui coexistent. Mais donc, on ne peut pas dire que ce soit une opération directement télécommandée par le Vatican. C'est pas le cas depuis plusieurs années sur ces questions-là, d'ailleurs, où en fait l'extrême droite dépasse le Vatican, je pense. Certainement le Vatican du pape François. Après, ce qu'on voit dans ces deux événements, par exemple à Budapest, dans la conférence, donc le deuxième événement dont je parlais, c'était ouvert, il y avait un panel avec des représentants des cultes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est écuménique, presque toujours chrétien. Là, il y avait un représentant juif, c'est assez rare, parce qu'en général, c'est juste des chrétiens. Il y a certainement jamais de musulmans dans ces trucs-là. Donc, donc, il y a toujours partout, dans les profs à Varsovie aussi, on a plusieurs religieux qui sont avec leurs photos en col romain, etc. Donc, il y a une présence religieuse, mais ce n'est pas pour autant un projet directement mené par le Vatican, par exemple. De la même manière que c'est aussi parfois dans les universités catholiques qu'on a les plus grands foyers de résistance à ce genre de pensée, qui est alimenté par d'autres courants religieux. Et peut-être juste brièvement sur que faire, mais je pense qu'on doit avant tout faire notre travail, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passe. Et le sens aussi de ce que je voulais faire, c'est d'essayer d'essayer d'interpréter ce qui est en train de se passer, ce qui est compliqué. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'on s'accent sur une chose qu'il faut faire et qui est absolument essentielle? Il faut certainement aider les chercheurs en danger, mais en même temps, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voit moins ou qu'on ne voit pas aussi parce que notre temps et notre énergie est happé par certaines choses? D'autres parmi vous veulent répondre à telle ou telle question, ou bien Zeynep? Zeynep puis Sonia. Oui, merci, merci pour les questions et pour le débat. Je voudrais peut-être, je vous ai envoyé un article, je me suis permis de vous envoyer un article dans lequel je discute un peu de la question du lien entre le néolibéralisme et l'autoritarisme. De toute façon, moi, je ne crois pas que le populisme autoritaire ou tous les mots qu'on peut utiliser à ce propos, les strongmen, etc., globales, sont une réponse au néolibéralisme, mais je pense que ce sont émergés du terrain préparé par le néolibéralisme. Donc, ce ne sont pas une réponse ou une réaction au néolibéralisme. Ce sont vraiment dans la continuité du néolibéralisme. Et ce que la valeur marchande a bouleversé, c'est quand même les valeurs, par exemple, on peut commencer, il y en a beaucoup, mais on peut commencer par la notion de la responsabilité collective. Alors, au lieu de la responsabilité collective, le système pensée néolibéral, en fait, individualise les responsabilités. Tant que si vous ne pouvez pas prendre votre place dans le marché, ou vous ne pouvez pas survivre dans la concurrence dans le marché, aussi dans la concurrence académique publish and perish, ben c'est votre faute. Hein. Donc, l'individualisation de la faute, l'individualisation du salaire, du mérite, au lieu de... au lieu que le salaire soit un droit, ça devient une fonction de la performance, n'est-ce pas, les critères de performance, et chacun pour soi. Il y a aussi l'état social qui est complètement vidé, mais pas seulement l'état social, pas seulement les garanties sociales, mais aussi les institutions sont vidées. Si vous voulez évacuer leur sens, c'est ce que racontait Sonia, hein, l'attaque de Bolsonaro aux institutions ne peut pas laisser disons, le cadre politique dit libéral intact. Donc, c'est déjà, je dis un peu de façon provocatrice que le néolibéralisme a tué le libéralisme. C'était la fin du libéralisme et des droits et tout. Et aussi, les droits sont devenus conditionnels.
vous avez certains droits si vous appartenez à une portion de la population qui, selon les objectifs sécuritaires ou économiques ou autres ou nationalistes, conformes à l'hégémonie qui est en train de se construire. Sinon, le reste peut être laissé à mourir. Et c'est ça qui provoque plus de réaction, cette mise à mort, cette laisser à mort, comme disait Foucault. Bon, de là, comment on lit ça par exemple aux études de genre et les attaques contre les LGBT partout dans le monde, moi je dirais plutôt ce qu'on oublie, là où on oublie de regarder, c'est quand même les conditions matérielles. Hein. Donc j'aime bien qu'il y a quand même une nouvelle hégémonie culturelle qui se forme. David, enfin, c'est un peu avec toi que j'aimerais discuter ça, mais il y a des conditions matérielles de déchirure, la précarisation, comment dire, l'augmentation de la dette comme moyen de discipliner les marginaux, les populations marginalisées. Ça a commencé dans les années 80. Tout le monde aurait une carte de crédit, même si vous n'avez pas de compte en banque. Donc, la dette qui inclut les marginalisés dans cette société marchande et qui commence à fonctionner sur comment dire, la domination de l'incertitude dans nos vies, qui augmente l'incertitude dans nos vies. Maintenant, l'anxiété que ceci produit et donc peuvent diriger les populations envers ces discours mythiques, ces discours dogmatiques, doctrinaires, identitaires, qu'il faut quand même prendre en compte en parlant de leur attrait. Hein. Sur l'Église et le Vatican, je suis tout à fait d'accord avec David, mais je pense qu'il faut ajouter deux choses. La première, qui, même si ça n'était pas, on ne peut pas dire que ça s'est orchestré par le Vatican, c'est très important de reconnaître le caractère transnational de cette institution, la capacité qu'elle a de répandre, disséminer, ground, les codes idéologiques. Et c'est ça que l'Église a fait très bien, je pense, avant que l'hydre plus hétérogène prend forme. Et aussi, il faut penser, au moins ça c'est clair en Amérique latine, mais je pense qu'aussi en Espagne, par exemple, la hiérarchie de l'Église est encore fracturée. Hein? Ça veut dire qu'il y a des positions des évêques, des cardinals, qui sont tout à fait alignées contre les forces le plus ultra-catholiques, intégristes, à différence d'un discours plus souple, les boutades de Bergoglio, qui crée un peu de confusion. Non? Et finalement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Zeynep, que le néolibéralisme est enterrant. Hein? Et dans le cas d'Amérique latine et au Brésil en particulier, je voudrais ajouter que ce n'est pas simplement ça, mais suivant Wendy Brown, très clairement, le néolibéralisme a transformé les subjectivités des gens. Et en Amérique latine, beaucoup avec l'aide des évangéliques, de la théologie de la prospérité. Donc, l'individualisation, la financiarisation de la vie, le dette, il y a une intersection là qui, dans le cas de l'Amérique latine, on ne peut pas gloss over. Hein? Elle est très forte. Nadia, peut-être Oui, j'étais en train d'échanger avec Fatou parce que j'avais peur de ne pas avoir de temps. J'ai le temps de répondre, Eric, ou bien qu'est-ce que… Oui, bien sûr. Oui, dernière.
Non, merci Fatou pour cette question sur en fait, les circulations des débats autour de l'islam et dans quelle mesure l'islamophobie en Occident empêche une critique parfois nécessaire de l'islam et de l'islam politique au Moyen-Orient et au Maghreb. Et ce que je répondais, c'est que moi qui étudie et participe à ces polémiques sur l'islamo-gauchisme en France, avec aussi un pied et toujours un regard au Maghreb et en Tunisie, un point très énigmatique pour moi, c'est que cette obsession sur l'islam politique est là un des argumentaires de la droite conservatrice contre l'islamo-gauchisme, est très étonnante à partir d'un point de vue du Maghreb, dans la mesure où quand on est situé là-bas et qu'on regarde ce qui se passe là-bas, l'islam politique, c'est fini. Je veux dire, tout le monde s'en fiche, c'est plus une ressource de mobilisation crédible, c'est complètement décrédibilisé. Et donc, quand on entend Zemmour, islam politique, frères musulmans, on a envie de lui dire, non mais vous voyez ce qui se passe au Maghreb entre l'Égypte, où les frères musulmans sont malheureusement complètement réprimés, etc. Mais pour parler de ce que je connais mieux, le Maghreb, l'islam politique est devenu une force politique corrompue, décrédibilisée, exactement comme les autres. Et c'est pas ce qui mobilise les jeunes. Les jeunes qui sont mobilisés dans les contestations populaires se mobilisent autour de George Floyd, mais pas autour de l'islam politique. C'est ça qui a causé les plus grandes mobilisations en juin 2020. C'est autour de la dignité, de la hugra, de la justice sociale, du racisme. Ça ne veut pas forcément dire que c'est devenu séculier, mais ça veut dire que cette hantise qu'a l'Occident de l'islam politique est juste complètement à côté de la plaque, politiquement et sociologiquement. Et je pense que Zainab, par rapport à la Turquie et Erdogan, dirait sans doute des choses. Donc, il y a juste là une sorte c'est même pas une dissonance cognitive, c'est juste la glaciation. Il y a juste une telle déconnexion. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu absent d'ailleurs des débats sur l'islamo-gauchisme, que très peu de voix du Maghreb, à un moment on dit non mais juste de quoi vous parlez quoi. Il n'y a pas de menace d'islam politique, l'islam politique c'est fini. Oui, il y a une réponse de Fatou et une réponse de Zeynep, mais je propose d'arrêter là. Je renouvelle mes excuses auprès de toutes les personnes à qui je n'ai pas donné la parole. Anne-Laure a raté le moment où je lui donnais la parole, mais je sens que la question qu'elle a posée sur coder, décoder, recoder, hyper redécoder, aura toute sa place à la fin, au moment où on va parler plus spécifiquement de stratégie, c'est-à-dire de cette question soulevée par Caroline dans un héritage bien sûr glorieux, que faire? Donc, on passe à la séance suivante. Caroline, si tu veux bien prendre le relais. On ne t'entend pas encore, mais j'en profite pour remercier tout le monde pendant que tu rallumes ton micro, toutes les intervenantes et l'intervenant de la première table ronde, ainsi que Sarah pour cette campagne bien menée. Oui, vraiment, merci. C'était extrêmement passionnant, effectivement, très dense. Et j'ai bien aimé aussi que ça finisse finalement sur une touche d'optimisme, la touche d'optimisme que Nadia a ouverte sur les mobilisations des jeunes au Maghreb.